Bon, au sens propre, je ne crois pas à ce qu'on appelle généralement l'inspiration. Et moi, je travaille sur des réminiscences et ensuite, je dois être dans un état de conditionnement comme un sportif. Et je crois surtout à l'échauffement, c'est-à-dire je dois marcher, méditer ou bien feuilleter des revues, des ouvrages ou bien aller à une exposition ou bien faire une aventure ou bien ramasser des images au cours de mes promenades quotidiennes et même m'exiler ou bien voyager. C'est le voyage qui constitue l'une des principales sources de mon inspiration. Le voyage, toutes sortes de voyages. Voyage à travers les bouquins, voyage au premier degré, c'est-à-dire flâner dans les rues et traverser une île, des régions différentes. Et ça me permet de ramasser des images et de pouvoir produire. Et c'est ce que j'appelle l'inspiration. Ou bien encore des choses qui se rattachent à mon enfance, ou bien une évocation de ma mère, d'une tante, d'un parent, d'une amie, ou bien des pépins qui me sont arrivés en classe, ou bien à l'université, ou bien des souffrances que je porte, d'anciennes maladies, ou bien de nouvelles maladies, ou bien un camarade qui est accidenté. Toutes ces choses-là me programment. Mais l'inspiration en tant que telle, je n'y crois pas parce que c'est compliqué. Je dois produire un texte, un poème, ou bien une nouvelle, ou bien un scénario en fonction de ce que j'ai emmagasiné, de ce que j'ai ramassé. Je crois au ramassage d'images, d'émotions, mais je ne crois pas en tant que tel à quelque chose qu'on appelle l'inspiration. Je n'y crois pas. Et comme dit Paul Éluard, les vrais poètes ne sont pas inspirés. Les vrais poètes, ce sont ceux qui inspirent. Moi, je pense que je suis là pour inspirer les autres. Plutôt, j'attends pas l'inspiration. Mais il y a des auteurs qui m'ont fasciné. Et tout jeune, quand j'étais adolescent, et le tout premier, c'est Jacques-Stéphane Alexis. Parce que j'ai lu très jeune Compère Général Solin, L'espace d'un ciment, Les arbres musiciens, ensuite Romancer aux étoiles. Et je pense que quand j'étais jeune, je voulais être un auteur au style d'écriture de Jacques-Stéphane Alexis, avec la flamboyance de ses phrases, tout ça. Jusqu'à présent, je n'y arrive pas. Donc, il y a un autre auteur qui m'a fasciné, adolescent, c'est Jacques Roumain, mais je préfère Alexis à Roumain. Parce que Roumain, c'est plutôt le monde paysan, tout ça. Moi, je suis élevé pendant 12-13 ans dans un village et j'avais un peu de distanciation par rapport à mon village. C'est maintenant que je peux comprendre l'évolution de mon enfance à travers mon village. Mais quand j'étais adolescent, je préférais surtout des romans urbains. Jean-Jacques-Stéphane Alexis, le Compère Général Soleil qui campe au Prince, tout ça, avec ses brassages de gens, et surtout l'espace d'un ciment, et les bordels, les aventures qu'on peut avoir dans des bordels, le Panard, parce que moi je fréquentais, et quand j'étais adolescent, et toutes les boîtes de nuit de Port-au-Prince. Et je faisais pas mal d'aventures avec des prostituées. Donc je me considérais moi-même comme un personnage alexisien dans mes aventures à Carrefour, à Martissan. Et je voyais les personnages d'Alexis. Donc je dépensais 30 à 40% de mon argent de poche chez les prostituées de Carrefour ou de Martissan. Donc j'étais très proche d'Alexis. Et il y a un autre auteur que j'ai connu aussi, et qui commençait à écrire ses premiers romans. Il s'agit de Dany Laferrière, et qui avait un manuscrit qui m'a fait lire.
ce, ce manuscrit qui s'inspirait justement de l'espace d'un sillement de Jacques-Stéphane Alexis. Et son titre me revient encore, c'est Paradis Bordel, Paradis Lupanar. Donc ça m'avait fasciné et ça m'a fait bander. Et j'éjaculais en lisant ce manuscrit de La Ferrière et que La Ferrière a égaré dans le métro de Montréal. C'est ce qu'il m'a rapporté. Donc, et La Ferrière me somme toujours de reconstituer ce récit. Et Paradis Lupanar, c'est quelqu'un qui arrive dans un lupanar et qui ne fait que bander, que vivre de fortes émotions avec les prostituées. Mais c'est dans la veine de l'espace d'un ciment de Jacques-Stéphane Alexis, qui a un traité de sens aussi, les 5 sens, l'huile, l'odorat et tout le reste. Et alors, ça c'est pour les auteurs haïtiens. Au cours de mon parcours universitaire, court-circuité en Europe, en Belgique et en France, et j'avais fait la connaissance du premier roman d'Émile Ollivier, Mère Solitude. Et j'étais tombé amoureux de l'écriture d'Émile Ollivier et je sentais en Ollivier la continuité de l'œuvre d'Alexis. Et depuis là, je me suis attaché au phrasé d'Émile Ollivier. À part ça, comme auteur, je dirais, j'étais fasciné par le premier roman de René Depestre, Le Mât de Cocaille, ou bien ses nouvelles, ses contes géolibertins. En ce qui concerne les auteurs étrangers, ma fascination a été d'abord, quand j'avais 12-13 ans, pour les fables de La Fontaine, ensuite les pièces de Molière, parce que j'aime le rire. Le comique de Molière, ça m'a fasciné parce qu'en classe, je faisais rire mes camarades. Donc j'étais quelqu'un de très comique, de très amusant et je me sentais assez bien dans le malade imaginaire de Molière. Ou bien tout ce qu'il y a comme tic dans les femmes savantes, ça m'avait rappelé des personnes que je rencontre à longueur de journée en Haïti, parce que dans la bourgeoisie haïtienne ou bien dans la moyenne bourgeoisie, on a toujours tendance à faire la France, à parler le français chic, et des fois, quand on rate une phrase, et ça devient grotesque, et quand on devient pédant, pour les hommes et pour les femmes dans la société haïtienne, c'est comique quand on veut parler du bon français, alors que cette immersion-là, nous avons une façon de parler le français qui n'est pas le parler parisien, qui n'est pas le parler québécois, qui n'est pas le parler belge ou suisse. Donc ça devient comique quand on est avec des amis qui essaient de faire de l'intéressant et dans le parler même du français. Donc ça m'a amusé, j'ai dit, bon, il faudrait lire Molière, parce que tu parles comme le personnage de Molière, et ça date de 3 siècles. Donc j'avais ces sortes de répliques. Mais au fond, ma fascination, c'est pour les auteurs engagés, que ce soit les auteurs qu'on a appelés dans le temps du réalisme socialiste, que ce soit les auteurs latino-américains. J'ai été, disons, littéralement absorbé par Julio Cortázar, le romancier argentin. Ensuite, Marquez, surtout 100 ans de solitude. Il y a un autre auteur d'Amérique centrale qui m'a vraiment fasciné avec un de ses romans, d'ailleurs, Monsieur le Président de Miguel Angel Asturias, et qui a écrit une série de romans sur les grands mythes guatémaltèques et sur les mythes latino-américains, par exemple sur le vent. Et il a écrit un roman, L'Ouragan, et qui est une métaphore anti-américaine, anti-impérialiste. Cette métaphore m'a fasciné parce que cette métaphore m'a rappelé la grande figure mythique et omniprésente dans certains romans d'Alexis, le vieux vent Caraïbe. Donc, chez Alexis, il y a le vieux vent Caraïbe qui accompagne la révolte d'Alexis, et le grand rêve humaniste d'Alexis, c'est le vieux vent Caraïbe. Alors que chez Asturias, ce vent devient Huracan, qui est un dieu de la mythologie amérindienne, c'est le vent. Et cet ouragan-là a détruit des constructions, disons, des industries bananières
des États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup d'implantations de figues bananes, de compagnies de figues bananes en Amérique centrale et même en Haïti. Et ça, Asturias a utilisé une sorte d'astuce littéraire pour faire souffler le vent, et le vent, en soufflant très fort, a détruit toute l'industrie bananière des États-Unis qui était implantée à cette époque-là au Guatemala. Donc ces auteurs-là m'ont fasciné, tout comme les auteurs russes engagés, pas vraiment les dissidents, disons, et ensuite les auteurs américains de la génération perdue, dont Faulkner, Hemingway et le reste. Voilà un peu la palette d'écrivains dont je me suis inspiré, si je peux parler ainsi, pour construire mes premiers textes. Et puis il y a eu Flaubert, bien sûr. Les 3 contes de Flaubert, ça c'est, je pense que c'est un guide pour tout nouveau romancier, pour tout jeune auteur. Les 3 contes de Gustave Flaubert. Bon, aujourd'hui, je vis dans un autre quartier, c'est-à-dire je vis à Delma, c'est l'un des nouveaux quartiers de Port-au-Prince qui est élevé au rang de commune il y a plus de 20 ans. Donc, Delma, c'est des bétons armés. On dit toujours qu'à Delma, il n'y a pas d'architecture agréable au sens propre, parce que c'est un fourre-tout, et surtout que c'était fait pour des duvaliéristes ou bien des magloiristes. Donc, mais quand même, je me sens bien, parce qu'en Haïti, des fois, quand on descend de nouveaux riches et qu'on n'est pas de la bourgeoisie traditionnelle, on n'a pas la même conception de l'architecture. C'est-à-dire, quand j'étais à la Ruelle Robin ou bien à Turgeau, c'était des maisons conçues par des architectes ou bien des ingénieurs ayant des goûts, ou bien qui prenaient des modèles de maisons dans des catalogues venant de l'étranger, tout ça. Mais à Delma, des fois, c'est un fourre-tout, c'est des boîtes en béton. Et finalement, moi, j'arrive à m'adapter à cette forme d'architecture qu'on appelle des boîtes en béton, et je me trouve assez bien, puisque entre-temps, il y a des nouveaux riches qui essaient aussi de concevoir mieux leur maison à Delma, avec des jardins, avec des parkings, tout ça, mais il y a... Quand c'était fait comme ça sous Magloire, surtout sous Duvalier, et c'était des gens qui arrivent comme ça au pouvoir, qui voulaient montrer qu'ils étaient riches et qui construisaient des baraques en béton avec des prisons privées pour leurs enfants qui s'opposaient au duvalierisme. Parce que j'ai un oncle qui justement était bodyguard de Jean-Claude Duvalier. Donc j'hérite de cette construction entre guillemets anarchique qui s'était faite à Delma, mais quand même j'ai un certain feeling à Delma. C'est que je peux faire de la marche à pied, je peux me taper des bières, il y a de bons restaurants, tout ça. Mais c'est... Et puis j'ai de bons amis qui sont dans l'art, dans la peinture, le cinéma, tout ça. Mais je n'ai pas de vie de vagabond errant, comme dans les autres quartiers. Quand j'étais à la Luche, je pouvais faire du vagabondage, aller chez les putes, tout ça, ou bien faire des choses insolites, me réveiller à 4 heures du matin, tout ça. Alors qu'à Delma, j'ai une vie plutôt rangée, peut-être qu'avec l'âge, parce que c'est des notables qui habitent à Delma, et soit des cadres, des ingénieurs, des nouveaux riches, et je veux présenter une image saine de moi-même en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, dont j'ai une vie assez calme à Delma, et je me sens bien là. J'ai été élevé dans un village, et ce village a un nom que j'ai pas tellement aimé. Et ça s'appelle Carrefour-Poix. Et c'est le nom de mon village natal. Et aussi, toute la région, c'est une région bananière. Il y a 2 fleuves. C'est les fleuves qui m'ont fasciné. La rivière Cougoujol et la rivière Mateux. Et la région, généralement, c'est dans la plaine de l'Arcaïa que ça se situe. Et ça s'appelle Poix-la-Générale. Et c'est là où l'on fait des captages d'eau pour l'irrigation, tout ça. Et ma mère avait une maison en béton armé
à la caille, j'étais considéré comme un enfant aisé. Et moi, j'aimerais laisser, disons, mon bien-être d'enfant aisé pour aller manger des nourritures ordinaires avec les camarades de mon quartier. Donc déjà, quand j'étais enfant, mes parents, mes voisins aisés m'avaient pris pour un enfant révolté, en rupture avec les richesses d'enfants aisés que j'avais. Parce que ma mère avait un gros magasin qui apportait gros, et c'était une maison imposante. À côté de la maison de ma mère, il y avait la résidence de campagne du feu docteur François Duvalier, le président de la République. Donc j'étais considéré moi-même comme un petit prince ou bien comme un petit président. Des fois, on me disait, il n'y a pas de différence entre toi et Jean-Claude Duvalier, parce que tu as presque tout. Mais c'est au stade d'un village, je n'avais pas tout réellement. Mais comparativement aux conditions matérielles des autres enfants, j'étais quelqu'un d'aisé. C'est-à-dire, quand j'allais à l'école, j'avais tous mes bouquins, j'avais mon vélo, j'avais autant d'argent en poche. Et donc, j'étais tellement aisé que je m'étais permis de faire de l'école buissonnière parce que je ne voyais pas l'intérêt de l'école en tant que telle. Parce que je pouvais m'acheter tout ce qu'il y avait comme godasses de luxe de l'époque, acheter des jeans à la mode, et puis faire descendre à l'hôtel pour passer un week-end, aller à la plage, me taper des filles, et aller en République dominicaine en avion, tout ça. J'étais pas frustré jusqu'à mon adolescence. Et au point qu'après mon bac, mes parents ont décidé de me payer des études en Europe, en France et en Belgique. Donc, et dans mon quartier, j'étais très mal vu parce qu'on pensait que... Et dans mon quartier, il y avait une polémique autour des enfants qui devaient aller jusqu'au bac ou pas. Donc, il y avait, et c'est un village constitué de Ougans, de grands prêtres vaudous. Donc, on avait frappé de malédiction tous les futurs candidats au bac dans mon village natal. C'est pourquoi, après mon certificat d'études primaires, j'avais demandé à mon père de m'inscrire à Port-au-Prince, au petit séminaire Collège Saint-Martial, pour éviter de tomber sous la malédiction des prêtres vaudous de mon village qui ne voulaient pas qu'on aille jusqu'au bac. Et donc c'est comme ça que mes parents, surtout mon père, m'a fait porter des colliers vaudous pour me protéger, pour exceller en classe. Et à Saint-Martial, j'étais toujours parmi les 10 meilleurs de ma classe et jusqu'au bac. Et même après mon bac, j'ai dû porter des gris-gris. Et j'ai dû même aller chez des magiciens ou bien pour solliciter mes inscriptions à l'étranger. Donc j'étais dans une sorte de peur du vaudou ambiant parce que il y avait des beaux corps dans mon village qui savaient zombifier les gens et la nuit on pouvait entendre des zombies qui passaient disant même à passer d'une voix nasillarde, tout ça. Et j'étais en révolte aussi à l'époque dans mon village à Carrefour-Poix, tout près de Saint-Médard, contre Duvalier, parce qu'on faisait pas mal de captures de soi-disant camoquins, de soi-disant opposants à Duvalier qui écoutaient Radio Moscou. Et quand un villageois écoutait Radio Moscou, quand un espion de Duvalier était au courant, donc c'est l'arrestation. Donc j'étais devenu opposé au régime de Duvalier. Mais arrivé à Port-au-Prince, j'habitais des quartiers, disons, assez respectables, comme Turgeot, Bois-Vernat, Lalu. Et là, j'étais moins, disons, peu heureux par rapport au vaudou. Parce qu'à Port-au-Prince, on ne trouvera pas des gens qui vont vous dire si tu n'acceptes pas le vaudou, on va te frapper de malédiction. Je pense que c'est assez équilibré. Et l'option religieuse de quelqu'un qui vit dans une ville, dans une grande ville à Port-au-Prince, et surtout dans des quartiers comme Turgeot, Lalu, tout ça, on était libre d'être catholique ou vaudouisant, il n'y avait pas de persécution. Alors que dans mon village, il y avait tellement de bocors, de Ougans, et qui s'en prenaient aux intellectuels ou bien au potentiel intellectuel du village. Donc j'étais dans une sorte de peur permanente. Et ça m'a servi aussi d'explorer le vaudou. Et d'après tous mes textes littéraires, il y a toujours une référence au vaudou.
Et cette peur est devenue par la suite une fascination pour le vaudou. Et moi-même, je porte toujours des gris, mais c'est pour mon plaisir personnel, c'est pas par peur du vaudou. Et ça m'a permis aussi, cette peur m'a forcé presque à lire toute la Bible à l'âge de 12 ans pour chercher des protections dans les psaumes, tout ça. Parce que mon père lui-même est un prêtre vaudou. Voilà un peu l'ambiance de mon enfance dans un quartier, d'un village à la et ensuite à Port-au-Prince, dans des quartiers assez représentatifs, je veux dire. Je me souviens de ma première journée de classe ou bien mon premier chemin d'école et ma mère avait décidé de m'envoyer à l'école à Dodane. Donc, moi, j'étais hésitant parce que je ne voulais pas aller à pied. Et ma mère m'a dit, bon, puisqu'il y a Olga Casseus, qui est une voisine de moi, qui était plus âgée que moi, et donc ma mère a demandé à Olga de m'emmener à Dodane à l'école. Et j'avais une sensation que j'étais comme un petit roi à Dodane, et il y avait Olga qui m'emmenait et qui tenait et tout ça. Donc, et le lendemain, j'ai demandé à ma mère, est-ce que l'âne est là? Parce que quand même, je pense que c'est toute l'année que j'irai à Dodane à l'école. Elle m'a dit non, c'était seulement pour ta première journée de classe. Et j'avais la sensation que j'étais un personnage biblique. Quand je lisais la Bible à 12 ans, voyant que Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, à Dodane, parce que l'âne, Jésus en a fait un animal triomphant. Jésus n'a pas utilisé de chevaux pour montrer qu'il était un roi imposant comme David, comme Salomon, qui avait des écuries, tout ça. Et dans sa simplicité, sa modestie en tant que fils de Dieu, Jésus avait choisi comme un animal de royauté l'âne qui n'était pas toujours considéré autant des rois imposants de la grande tradition des rois d'Israël. Donc ça m'avait pas fasciné et que c'est comme ça que j'avais, disons, une profonde sympathie pour les Saintes Écritures, pour la Bible. Je priais pour aller à l'école, je citais des psaumes, j'avais pris des images pour mettre dans mes poches, pour me protéger aussi, parce que mon village n'était pas facile et on était dans l'ambiance des années 60-70, c'était le divaliérisme triomphant avec des tontons macoutes, des bocors et puis avec une ambiance de dictature. Et puis je faisais aussi, après 3 années, j'avais redoublé ma première année de classe parce qu'il n'y avait pas du préscolaire à l'époque. On faisait ce qu'on appelle du dégauchage. On dégauchait les enfants pendant 2 ans. À la maison, il y avait un précepteur qui arrive et qui t'initie à l'écriture, à la lecture, à l'alphabet, tout ça. Et puis après, on t'inscrit chez les frères. Bon, on m'a inscrit chez les frères après 3 années. Comme j'avais tendance à faire de manière répétée de l'école buissonnière pour aller voir la mer, parce que j'étais fasciné par la mer, parce que je suis élevé dans un village, et dans mon village, il y avait 2 fleuves, et la rivière Matteux et la rivière Courjol. Mais je n'avais jamais découvert la mer en tant que telle. C'est quand ma mère m'emmenait à Port-au-Prince pour voir des médecins ou bien pour accompagner ma mère qui était commerçante à Port-au-Prince, que j'ai commencé à découvrir les côtes, la mer, tout ça. Mais à la Caille, il y avait une baie et je désertais ma salle de classe pour aller avec un camarade de classe pour aller m'inspirer de la mer. Si je peux parler de source d'inspiration, c'est la mer qui est l'une de... C'est-à-dire, c'est la mer qui m'a révélé au monde et qui a fait de moi un poète. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à écrire de grands textes sur la mer, c'est surtout le vent. Je suis plus facile à évoquer le vent, à intégrer le vent dans mes narrations, dans mes poèmes, dans mes pièces de théâtre, tout ça. Mais au fond, c'est la mer. Et je pense qu'un jour, je finirai par rendre à la mer ce que la mer m'a donné en tant que poète. Et là, je peux évoquer un auteur américain qui m'a fasciné, qui a beaucoup écrit sur la mer, c'est Edgar Allan Poe, dans ses histoires extraordinaires. Donc je pense qu'un jour, j'ai arrivé à rendre à la mer ce que la mer m'a donné, parce que je suis toujours fasciné par la mer. Et quand je revenais du tournage de Royal Bonbon, après avoir empoché mon enveloppe, donc j'ai tout de suite
pris un billet d'avion pour aller faire une croisière dans les îles de la Caraïbe, parce que j'avais la sensation que j'étais devenu un homme plus ou moins aisé, comme au temps de mon enfance, et que je pouvais me permettre ce luxe-là de faire une petite croisière de gens moyens. Mais quand même, j'avais droit à ça, et ça m'a permis encore de voir l'intérêt de la mer. Et puis, quelque chose m'est arrivé à Ouessant, quand j'étais en compagnie d'autres écrivains haïtiens, dont F.L. Milsé, et Evelyne Trouillot, Kate Lima, je crois, et Gary Victor. C'est que j'avais le mal de mer. Et j'ai dû prendre des médicaments. Et là, il y a Kate Limas qui m'avait donné une petite blague. Il m'a dit, de toute façon, je ne pensais pas que tu allais avoir le mal de mer, un peu être vagabond comme toi. J'ai dit, c'est parce que tu vois bien que je n'avais pas pris le bateau négrier. C'était comme une blague, une réplique, tout ça. Mais c'est que la mer est maintenant m'est devenue plus familière. Et j'ai l'habitude de faire les îles adjacentes d'Haïti, c'est-à-dire la Gonave, ou bien la Tortue, tout ça. Donc finalement, j'arrive à me guérir de ce mal de mer. Et ça m'a replongé dans les grandes histoires des traversées et de l'Atlantique, soit par les grands conquistadors ou bien les bateaux négriers. Et ça m'a toujours branché sur cette mer qui m'est si familière, mais hostile aussi, parce que nous autres, nous sommes après tout des insulaires, mais nous n'arrivons pas à dompter la mer. C'est comme si les Haïtiens donnent le dos à la mer. Quand on est enfant, on n'apprend pas beaucoup aux enfants haïtiens à nager. Même si on est de la côte, c'est pas facile. Et puis, je pense qu'il y a certaines traditions le week-end qui sont presque perdues. Il y a 20-30 ans, quand on était adolescent, il fallait tout le temps aller à la mer pour des baignades ou bien pour des aventures, tout ça, et ça commence à se perdre. Parce que nous avons tellement de jolies plages et finalement les Haïtiens n'aiment pas autant la mer. Peut-être que pour les migrants, c'est un autre cas de figure, parce qu'ils doivent dompter la mer pour aller soit en Floride, soit aux Bahamas, tout ça. Mais généralement, la population haïtienne, dans sa grande majorité, n'arrive pas à dompter la mer. Et comme insulaire, ça me pose des problèmes. Pendant longtemps, j'ai été un schizophrène. Je suis guéri de ma schizophrénie presque. Et c'est que ma mère est une dévote protestante, mon père est un prêtre vaudou. Et quand je devais aller à l'école, je ne savais pas quoi faire parce que ma mère, comme protestante, m'a inscrit dans des institutions catholiques parce que c'est les meilleures du pays, que ce soit en primaire ou secondaire. Mon père m'a toujours imposé le vaudou, alors que moi je n'y croyais pas trop, mais comme je devais me protéger contre les Ougans et surtout des Bokors qu'il y avait dans mon village à la Racaille, donc mon père m'a imposé des colliers vaudous. Et je n'arrivais pas à comprendre ça, et ma mère arrivait à accepter tout cela. Et que mon père s'amène, me fasse des guérisons, des bains de chance, et m'impose des colliers vaudous. Et ça, c'était pour moi étrange. Pour quelqu'un qui a une dévote protestante, j'ai expliqué ça une fois sur France Culture, à une émission de France Culture. Je n'arrivais pas à comprendre cette dualité-là, cet aspect dual dans l'imaginaire haïtien, dans le comportement des Haïtiens, que ce soit le comportement religieux ou même politique. On est toujours quelque part une personnalité scindée en deux. Parce qu'on doit fonctionner avec nos deux mains, la main droite et la main gauche. C'est comme si on appelle le Christ et s'il tarde à venir, on appelle les lois, les mystères du vaudou pour nous seconder. C'est comme si on n'est jamais sûr de nos carapaces de croyants. Et sur le plan religieux, ça m'a rendu presque fou tout au long de mon enfance et même tout au long de mon adolescence. Parce que j'étais à la fois en répulsion et pour le vaudou, en même temps j'étais fasciné par le vaudou. Parce que quand je voyageais et tout ça, j'avais toujours mon collier vaudou, ou bien même des prières vaudou, même des chants vaudou. Ensuite, je devais réciter des psaumes aussi
pour avoir c'était deux chances dans la vie. C'est-à-dire, si jamais il y a un accident, je dis, je m'en sortirai quand même. Si le Christ a l'avenir, peut-être qu'il y a Baron Lacroix qui va me sauver, tout ça. Donc, j'étais que dans une schizophrénie ambiante au niveau familial. Et ma mère, en tant que commerçante aussi, et quand le magasin n'arrivait pas à rapporter beaucoup d'argent, ma mère rentre à Port-au-Prince, demande à mon père, bon, je veux travailler parce que je ne comprends pas. Parce qu'il y a d'autres commerçants qui sont jaloux et qui peuvent utiliser ce qu'on appelle, je n'arrive pas à traduire ça, des ras-le-bas. Les ras-le-bas, c'est des manèges pour les recettes de la journée, ça part carrément. Et s'il y a un autre épicier à côté ou une épicière, et tu n'auras pas de bénéfice, ça revient à quelqu'un d'autre. Et donc, mon père a dû venir à la maison pour arranger ça, pour régler les choses de manière vaudou. Et comme ça, et le magasin de ma mère a pu redevenir florissant. Il y a eu beaucoup de recettes, d'entrées. Ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup de moyens en main pour fonctionner. C'est pourquoi je suis quand même redevable du vaudou et de mon père. Parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas été vaudouisant. Je ne peux pas dire que ce n'est pas l'argent du vaudou qui m'a permis de faire ma scolarité, mon secondaire et d'aller à l'étranger. Parce que même si ma mère était une dévote protestante, mais quand même, mon père rendait des services à ma mère au niveau du vaudou pour que ce soit toujours florissant. Et moi-même, quand j'étais au petit séminaire collège Saint-Martial, ma mère voulait que je fasse de la théologie catholique, que je devienne prêtre, pour avoir une bourse d'études, tout ça. Donc c'est compliqué. Je n'arriverai pas à comprendre tout ce fonctionnement. C'est-à-dire, les protestants hostiles au catholicisme, hostiles au vaudou, et même des choses qui sont contraires à sa foi protestante. Et mon père en faisait autant. Donc, je pense que durant les 20 ou bien 15 dernières années de ma mère était devenue réellement une protestante à 100% parce qu'elle était chez un de ses cousins qui était surtout dans la foi catholique, qui ne pratiquait pas le vaudou. Et là, ma mère redevenait la vraie protestante qu'elle était jusqu'à sa mort. J'ai été tout jeune journaliste littéraire grâce à un aîné, à Christophe Charles, qui avait monté une revue scolaire, la revue des écoliers. Ça s'intitulait la revue des écoliers, ça s'appelait la revue des écoliers. Et j'étais membre de la rédaction et c'est là où j'ai commencé à écrire mes premiers articles et même Radio Métropole en faisait l'écho dans la revue de presse d'une très grande station de la capitale, Radio Métropole, même Radio Haïti Inter, même Jean-Dominique évoquait des fois les sorties, les parutions des magazines de jeunes auxquels, comme d'autres jeunes de l'époque, je collaborais. Il y avait Interjeunes, outre la revue des écoliers, Interjeunes, et puis il y avait des revues interscolaires qui regroupaient les meilleurs journalistes scolaires de l'époque. Donc j'avais l'impression que j'étais déjà dans le métier de journaliste. C'est pourquoi quand je devais m'inscrire à l'étranger pour mes études universitaires, je m'inscrivais en philosophie, ensuite en archéologie. Donc je ne sentais pas le besoin d'aller apprendre le journalisme comme métier. Et puis, tout adolescent, j'ai publié tout jeune mon premier recueil de poèmes à l'âge de 15 ans, Boule Pique. Et ça avait fait une grande sensation à Port-au-Prince, surtout dans la presse locale, surtout au Nouvelis. Donc il y a un ethnolinguiste, Pierre Bambou, et Ernst Minville, un psychiatre, et qui avait consacré plus d'une quinzaine d'articles à Boule Pique sur le titre. À l'époque, c'était la grande vague d'auteurs créolophones et j'étais considéré comme
la promesse de la littérature créole, disant voilà un jeune qui n'a que 15 ans, qui publie en créole, et j'avais fait la première page du quotidien Le Nouvelliste. Il y avait une série d'articles qui s'appelait Concentré sur Dominique Batraville. Et Boulpic, en français, ça s'appelle, c'est la bille miracle, c'est la bille miraculeuse qui ne rate jamais ses cibles au siècle où il y a les billes. Donc, ça avait fait de moi une vedette. Ensuite, j'ai dû, et comme mon prof de français, qui est un juriste du nom de Henri Georges, qui est décédé, m'a sommé d'écrire en français parce que j'étais tellement bon en français. Il m'a dit ça va être un gâchis pour la littérature haïtienne de voir un type comme toi qui rédige bien en français, qui est bien parmi les meilleurs de la classe, parmi les 5 meilleurs. Donc il faudra faire quelque chose d'autre. Et j'avais publié l'année d'après, à 16 ans, Pétition au soleil. Et voilà comment je suis entré dans la littérature haïtienne, mais c'était surtout en créole. Et déjà à 12 ans, j'avais publié une nouvelle en créole dans la revue créole catholique, Bonne Nouvelle, à 12-13 ans. Et ça s'intitulait Anita Canel. Et je pense que Rassoul Labuchin s'en était inspiré pour construire son histoire autour des filles en domesticité, et le film Anita. Et puis à ce moment-là, j'étais en compagnie des jeunes qui sont devenus maintenant, et il y en a qui étaient plus âgés que moi, les auteurs à succès de la littérature haïtienne. Et, par exemple, D'Alembert était sur la cour du petit séminaire Collège Saint-Martial. Et comme j'avais redoublé en primaire, il avait une classe avant moi. Trouillot, j'étais devenu son ami. Lui, il commençait à publier en créole après moi, je pense. Et puis, il y avait Pierre-Richard Narcisse, qui avait publié un poème Fleuve sur Anita. Et Rassoul Labuchin avait même décidé d'inclure des fragments de mes poèmes dans son film Anita, tout comme Evans Paul Caplume, lors de ses représentations théâtrales ou bien de ses montages de textes, avait utilisé pas mal de mes textes poétiques tirés de Boulpic. Donc j'étais entré comme ça, j'avais fait un hold-up dans la littérature haïtienne à l'âge de 15 ans. Et je n'en voyais pas, je ne pouvais pas mesurer ça. C'est-à-dire que j'étais adolescent et que j'étais considéré déjà comme un auteur de la littérature haïtienne, et même des anthologies publiées en océan Indien, aux Antilles françaises, mentionner mon nom avec des extraits. Et puis, comme c'était le contexte de l'antiduvalierisme à l'époque, j'étais dans la mouvance antiduvalieriste. Compère Philo a été mon préfessier. C'était un journaliste créolophone vedette des années 80. Donc j'avais décidé de ne plus publier pour ne pas être expulsé du petit séminaire Collège Saint-Martial. Parce que déjà, on voyait en moi un Camoquin. Un Camoquin, c'est un opposant à Duvalier. Donc c'est après mes parcours à l'étranger, tout ça, que je suis revenu à la littérature. J'avais fait au moins 10 ans d'éclipse en littérature. Et comme ça, j'avais tellement envie de me replonger dans la production littéraire. Donc quand il y avait des prix littéraires un peu partout, dans la Caraïbe, à Cuba, en Martinique et même en France, je participais, donc soit ou bien en Haïti, à avoir des mentions, mais des prix spéciaux, ou bien d'être lauréat, comme j'avais eu le prix Sonny Rupert, tout ça, qui m'a mis en contact direct avec les pères fondateurs de la créolité, Confiant, Chamoiseau, Barnabé, tout ça. Donc, ça m'a permis de m'inscrire dans la littérature caribéenne, de m'inscrire dans la littérature tout court. Et comme ça, je me suis mis à écrire des pièces de théâtre qui sont jouées en Martinique, en Guadeloupe ou bien à Paris, dans la communauté haïtienne. Et à 20, parce que j'avais fait au moins 4 tentatives de romans qui ont échoué. Et donc, finalement, j'ai publié Le Récit Tanzène. Mais là, je travaille sur d'autres projets et de romans, ou bien je travaille outre un roman qui est le testament de mon
frère aîné qui a été assassiné en 96 à la Racaille, qui m'a laissé son journal, je vais le transformer en un roman. Je travaille sur une correspondance entre Duvalier et Trujillo. Et Trujillo a été assassiné en 61, mais je mets ces deux dictateurs en correspondance à partir du 22 septembre 1957 jusqu'à l'assassinat de Trujillo en 61, pour dire comment ils perçoivent la question binationale, le nationalisme dominicain, le nationalisme haïtien, les problèmes raciaux, bien ethniques, comment être dominicain, comment être haïtien, comment être dictateur, comment gérer l'île, tout ça. Une sorte de correspondance fictive entre Trujillo et François Duvalier. Je travaille sur ça depuis au moins 5 ans. Mais je ne progresse pas trop parce que des fois, ça reste dans ma tête. Il me faut un temps pour accoucher ça. Je suis entré, disons, à Paris aussi par hold-up. J'ai fait un hold-up cinématographique. Je voulais entrer à Paris comme Jacques-Séphane Alexis, il a publié chez Gallimard avec un roman, mais ça a pris tellement de temps. Et finalement, j'ai eu la chance de rencontrer un réalisateur français, juif français, Charles Najman, qui m'a proposé la lecture de son scénario qui s'intitulait Roi Caca. Et j'ai dit, mais non, comment associer le bon roi Henri Ier à un roi caca? Et puis il m'a dit, bon, tu peux me faire des propositions. Et comme ça, en travaillant sur le scénario, il m'a dit, mais quand même, ton profil correspond au personnage. Parce que j'étais assez maigre à l'époque. Et puis, il m'a dit, mais c'est toi qui dois être l'interprète de ce roi, et de ce roi errant qui est un peu fou du roi Christophe, qui a existé dans le temps, qui est dans la tragédie du roi Christophe. Et comme il y avait beaucoup d'éruditions, et que j'ai encore beaucoup d'éruditions, et que j'étais fasciné par les grands dictateurs aussi, comme Nabucodonosor, le grand dictateur de Babylone, je dis, mais pourquoi ne pas faire de moi un vrai dictateur, comme aux dimensions de Nabucodonosor, pour élever beaucoup plus le roi Christophe, comme j'étais fou, mais un vrai dictateur capable de flageller mes sujets, d'être fou, de faire des carnages et puis des orgies sexuelles. Et puis il m'a dit, mais non, c'est pas ça l'intérêt du scénario, le personnage existe, il est au Cap Haïtien, il m'a fait rencontrer le personnage que j'allais incarner. Et c'est comme ça que j'ai accepté de tourner. Et puis voilà, le film Royal Bonbon a été tourné en 2001. En 2002, c'est sorti, et puis Najman a eu le prix Jean Vigo, ça m'a lancé sur le plan cinématographique, et par la suite, j'ai joué dans près de 5-6 films, et j'ai même été à Cannes avec un film de réalisateur haïtien, Michel-Ange Quay, L'Évangile du cochon créole. Donc j'ai pu même m'asseoir à côté de Danny Glover à Cannes, donc c'est comme si j'avais réussi ma vie. Et parce que je voulais entrer triomphalement à Paris comme romancier ou bien comme grand poète et dramaturge. Ça n'a pas été le cas. J'ai fait un hold-up cinématographique avec au moins 3 titres et j'ai fait les grands festivals. J'étais à Locarno, à Montréal et j'ai fait une dizaine de festivals en Guyane française, en Martinique. Et le court-métrage de Michel-Ange Quay a eu 5 prix au Brésil, en Italie, en Espagne, un peu partout. Donc maintenant, je suis quelqu'un qui dispose d'une reconnaissance internationale comme acteur de cinéma. Mais je travaille toujours pour entrer, soit par effraction, mais comme écrivain. Dans les grandes métropoles culturelles, parce que c'est comme ça, je ne veux pas être un écrivain marginal. C'est pas parce que c'est Paris qui décide de ce qui est un bon manuscrit, ou bien de celui qui est bon ou mauvais comme écrivain, mais généralement, quand on est des pays qui ne disposent pas de grandes maisons d'édition, de grands marchés, comme Haïti, parce qu'un tirage à succès en Haïti, ça ne dépasse pas 2000, 3000 exemplaires. Alors qu'à Paris, quand un roman marche, ça fait 100 000 exemplaires. Et ça te fait sortir de la précarité. Ce n'est pas l'intérêt d'un écrivain de vivre dans la précarité, de vivre éternellement dans la précarité, ce n'est pas en prison
comme Kafka, ou bien si on n'est pas banni comme les anciens écrivains dissidents de l'Union soviétique, parce que je ne peux pas passer 20 ans comme Marquez à attendre la sortie de 100 ans de solitude. Parce que je peux produire et tout de suite être publié. Mais ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi le cinéma m'a permis d'être plus ou moins équilibré dans mes projets littéraires. Parce que maintenant, j'ai assez de temps pour reconstruire mes projets littéraires. Voilà comment je vois ça. Et ma vie d'acteur de cinéma, même si c'est seulement 7 films en moins de 5 ans, m'a sauvé. Je ne suis pas complexé devant des auteurs de mon âge et qui ont déjà une reconnaissance internationale, comme Louis-Philippe d'Alembert. Parce que ce que j'ai au cinéma, d'Alembert ne l'a pas jusqu'à présent, par exemple. Moi, je pense que je suis insulaire. Je suis un insulaire et d'ailleurs, j'en ai fait une grammaire, la grammaire des îles. Je suis un grand lecteur de Saint-Jean de Patmos et qui a écrit, qui a vomi le plus grand texte de toute la littérature sacrée qui puisse exister, l'Apocalypse. Et c'est écrit dans une île, l'île de Patmos, sur une île, l'île de Patmos. Donc je pense que de toute façon, qu'on le veuille ou non, moi je suis un insulaire et je ne prends pas ça au sens haïtien, je prends ça au sens de l'insularité tout court, au sens de Thomas More, l'utopie. J'existe en tant qu'insulaire. Je ne peux pas m'inventer une Haïti continentale disant c'est le centre. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je suis un insulaire et je vis comme tel. Et mon côté sauvage, mon côté impulsif, spontané, mes déraisonnements, mes folies, tout ça m'attache. Et d'ailleurs, je regrette de n'être pas un phébustien, un boucanier au sens propre, au sens créole, pas au sens occidental, des gens qui viennent pour s'implanter, pour piller, tout ça. Mais j'aimerais être un pirate en tant qu'insulaire. J'aime cette aventure. Je pense que je ne pourrais pas exister en dehors de mes conditions d'insulaire. Moi, je suis insulaire et j'aimerais redevenir insulaire. N'importe quel île, je suis partant. Je suis insulaire. Et moi, j'en ai fait une grammaire, d'ailleurs, qui a le titre d'un de mes recueils de poèmes, Grammaire des îles. Moi, je n'ai pas de gêne à être un insulaire. Et même s'il y a beaucoup de tics, même si on prétend, c'est péjoratif, etc., moi, je m'en fous pas mal. D'ailleurs, j'habite une île, et cette île, c'est l'île de Patmos. Je pense que si j'arrive un jour sur l'île de Patmos, je vais entendre les échos de l'Apocalypse de Saint-Jean de Patmos. Et j'aimerais mourir au bord d'une île, pour commencer. Je n'ai pas de problème là-dessus. Yeah.